Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un climat de tension règne à Elekam, l'organe en charge des élections au Cameroun. 2 mois après l'expiration du mandat de certains membres du Conseil électoral, le directeur général des élections refuse de décaisser de l'argent destiné au bon fonctionnement du Conseil électoral. Les explications du président de ce Conseil n'ont rien changé. Se dirige-t-on vers une nouvelle crise managériale à Elekam à 1 an de l'élection présidentielle prévue au Cameroun? Élément de réponse dans ce journal. Le monde rural est dévasté entre l'enclavement des bassins agricoles, l'insuffisance des infrastructures sociales. Des populations crient leur colère dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le torchon brûle entre Samuel Fonkam Azou et Abdoulaye Babale. Le président du Conseil électoral s'est vu refuser un décaissement destiné au bon fonctionnement du Conseil électoral. Le directeur général des élections estime que le mandat de certains membres de ce Conseil a expiré depuis près de 2 mois. Les explications du président du Conseil électoral n'ont rien changé à cette situation. Et c'est dans ce climat de tension que s'est déroulée la 2e session du Conseil électoral à Yaoundé. Des précisions avec Marcelin Gransop. Comme s'il ne voulait pas être embarrassé par quelque question que ce soit, le président du Conseil électoral d'Elekam s'est refusé à toute déclaration à la presse. Samuel Fonkam Azou s'est contenté d'inviter les journalistes à puiser les informations dans le communiqué final sanctionnant les travaux de la 2e session ordinaire du Conseil électoral. Sauf que ce communiqué ne fait aucunement la lumière sur le climat qui prévaut à la maison, notamment entre le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Des informations puisées à bonne source à Elekam font état de ce que Samuel Fonkam Azou et Abdoulaye Babale se regardent presque en chien de faïence. Le directeur général des élections s'opposant fermement à tout décaissement en faveur du Conseil électoral. Abdoulaye Babale s'appuie sur le fait que le mandat de 11 des 18 membres du Conseil électoral d'Elekam est arrivé à expiration, et ce, depuis le 29 janvier dernier, les plaçant de fait dans une situation d'illégalité en l'absence du renouvellement de leur mandat par acte présidentiel. Ce que ne digère pas le président du Conseil électoral. Samuel Fonkam Azou indique que ce mandat court toujours jusqu'à ce que le président de la République en décide autrement. Pendant ce temps, d'autres bruits font état d'une gestion financière opaque à Elections Cameroun, du fait d'une absence totale de contrôle depuis la création de cette institution. Et c'est dans ce climat de méfiance que le budget 2017 a été adopté à la somme de plus de 12 milliards de francs CFA. Sur le terrain, les Camerounais ne semblent pas se bousculer dans les points d'inscription sur les listes électorales. Le dernier pointage, qui date du 31 mars 2017, fait état de 100 404 nouveaux inscrits seulement en 3 mois. Le centre arrive en tête avec un peu plus de 27 000 inscrits, pendant que le sud-ouest ferme la queue avec juste 1910 nouveaux inscrits. À Elekam, on entend multiplier les stratégies pour intéresser davantage les populations, et notamment les jeunes et les femmes, à la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales, surtout en cette année préélectorale. Le président du Conseil électoral se défend malgré l'absence de renouvellement du mandat de certains membres du Conseil électoral. Samuel Fonkam Azou estime qu'ils ne sont pas dans l'illégalité. Son argumentaire s'appuie sur certaines dispositions des textes de loi qui régissent le fonctionnement du Conseil électoral au Cameroun. Je vous propose de l'écouter, le président du Conseil électoral, Samuel Fonkam Azou. Le décret d'application est clair dans ses dispositions. L'article 3 indique clairement que le mandat des membres du Conseil électoral commence le jour de la prestation du serment. Et je précise que ce même décret, dans ses alinéas 2 et 3, indique que ceux des membres du Conseil électoral dont le mandat ne serait pas renouvelé par le président de la République restent en fonction jusqu'à la prestation du mandat de ceux qui les remplacent. Et vous comprenez pourquoi
Élections Cameroun est une institution sensible. Il est donc nullement question qui est vide. Donc, vous venez de suivre ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais le président Obama est resté en fonction jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'autre prête serment avant qu'il ne se pardonne. Dans nos textes, le prévoit. Si nos textes n'avaient pas prévu cela pour des raisons de bon sens, puisque la nomination des membres du Conseil n'est pas concomitante avec la prestation de serment. Et c'est donc qu'il n'est aucunement question des gens dont le mandat a expiré et qui agissent donc en illégalité. De l'actualité, Nkonsamba est sinistré après de fortes pluies, des orages et de vents violents ont dévasté et détruit plusieurs maisons d'habitation. Certains bâtiments publics n'ont pas été épargnés. Dans les banlieues, les inondations ont refait surface. Les dégâts matériels se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Cyril Djemba et Julingue Nyondé. Des maisons d'habitation envahies par des eaux, des charpentes emportées, poteaux électriques détruits, des populations désespérées face à ce triste spectacle. Le retour de Dame Pluie défraie la chronique depuis quelques semaines dans la ville de Nkonsamba, département du Mungo. Au lieu dit Carrefour-le-Roi, dans le 2e arrondissement, les inondations dictent leur loi. Les habitants qui se sont réveillés les pieds dans l'eau dénoncent cette situation due aux constructions anarchiques et à l'insalubrité dans leur localité. Donc, la maison en fait, on a construit sur la buse. Donc, la maison s'est construite sur l'une des buses. Et la deuxième buse ne permet pas le drainage de l'eau facilement. Il faudra que la population, que les gens essayent un peu de s'abstenir. L'eau est bloquée ici parce que les gens laissent les ordures dans des rigoles. Il y a eu une tornade de grande dimension qui a fait gaffe dans toute la ville, ce qui a causé tout ce sinistre dans notre entreprise. Et même presque aux environs, il y en a également beaucoup de maisons où les toitures ont sauté. Les dégâts sont énormes, que ce soit dans les quartiers et même dans les services publics. Au contrôle régional des finances littorales en Nkonsamba, par exemple, tout est à refaire. Les bureaux de cette sectorielle n'ont pas échappé à la grande tornade qui les a plongés dans ce désastre. Mais les conséquences sont graves. L'impact, c'est que l'exécution du budget est suspendue tout de suite. C'est à la suite d'une tornade qui a touché beaucoup d'aspects de la ville que les services des domaines viennent évaluer le niveau des dégâts matériels. Des pertes qui pourraient s'évaluer à des millions de francs CFA restent à déterminer. Une équipe de sapeurs-pompiers a été dépêchée sur les différents lieux sinistrés pour évacuer les eaux et permettre aux habitants de regagner leur domicile. En ce début de la petite saison des pluies, les routes sont déjà impraticables dans la localité de Niasoso. C'est dans le département du Coupé Manengouba. En plus de l'enclavement, ce bassin agricole dispose des infrastructures sociales vétustes, obsolètes et inopérationnelles, des facteurs qui entraînent l'exode rural des jeunes. Reportage Jacquinou Molon et Donald Brice Kamgan. Bienvenue à Niasoso. Vous êtes ici dans le département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest. La localité tire son nom de l'eau. L'appellation Niasoso vient de deux rivières. L'une que l'on a appelée Nia et qui signifie mer, et l'autre Niasoso. Ce petit village, essentiellement agricole, est situé dans l'arrondissement de Tombel. Ici, la terre n'a pas trahi. Elle produit macabo, cacao, café, mais surtout du plantain. Malgré ce bon potentiel, les paysans peinent à tirer pleinement bénéfice du fruit de leur labeur, les prix étant fixés à la tête des vendeuses. Les planteurs ici produisent bien les produits qui proviennent bel et bien du champ, mais ils ne parviennent pas à vendre cela à des prix encourageants parce que la route est très mauvaise, ce qui fait que les Bayamselam, les acheteurs qui proviennent de Douala et d'autres grandes villes, ils profitent de cet état de route pour acheter ces produits-là à des prix très bas. La route,
C'est décidément le malheur de Niassoso. Son hôpital continue, contre vents et marées, à assurer ses missions, même s'il assiste impuissant à la chute libre des effectifs de patients. Nous souhaitons que le gouvernement bitume la route qui mène ici, à défaut de faire des travaux pour la rendre praticable, parce que cet hôpital est capital pour cette localité. People to work to maintain the roads. If they can maintain the road, there will be no problem because this hospital here like this covers a lot of things. De Tombel à Niassoso, il faut débourser 3000 francs CFA en saison pluvieuse pour une distance pourtant de moins de 10 km. Abandonné, le lycée de Niassoso, autrefois doté d'internats et de dortoirs pour enseignants, n'accueille plus que moins de 200 élèves et se dispute désormais la broussaille avec les animaux sauvages. En espérant séduire un nombre plus important d'élèves, Niassoso peut étancher sa soif, ça coule au pied du mont Coupé. Une autre localité confrontée à une insuffisance criarde des services sociaux de base, notamment l'électricité. Des installations existent dans le village de Ndoulou, situé dans l'arrondissement de Fiko, mais la fourniture de l'énergie électrique est loin d'être effective. Seuls des ménages nantis ont pu se procurer des groupes électrogènes. Les pauvres croupissent dans l'obscurité et ruminent leur colère. Reportage Martin Mangalais et Flavien Valodongo. Les habitants du village Ndoulou-Badou, dans l'arrondissement de Fiko, sont sans énergie électrique depuis plusieurs semaines. Ils disent être victimes des promesses non tenues des responsables de la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique. Ça fait un mois on n'a pas de lumière. Si en Ndoulou jusqu'à Bonaléa, ils ont dit qu'ils ont une panne, qu'ils vont essayer d'arranger, mais tous les jours c'est le même discours, le même typo de tous les jours. Dans ce village du département du Mungo, la conservation aux frais des vivres n'est plus d'actualité, faute d'énergie électrique. Nos femmes sont habituées, elles vont marcher, que ça peut être à Souza, ça peut être à Douala. Elles conservent les vivres dans les congélateurs, réfrigérateurs, qui se gâtent parce que la lumière est partie. Toutes les démarches engagées par le chef du village et ses proches collaborateurs pour le rétablissement de l'énergie électrique auprès des responsables de l'entreprise ont été vouées à l'échec. Dès qu'il y a une moindre panne, nous saisissons les techniciens ou bien l'agence par exemple Eneo de Souza. Quand on les voit passer avec les véhicules, on les interpelle. Ils nous disent qu'ils sont dans les travaux, ils sont en train de tout faire pour que nous ayons de l'électricité. Mais quand ils nous disent, l'électricité n'est jamais venue. Pour remédier à ce mal, les plus nantis du village se sont procurés des groupes électrogènes avec tous les risques que cela comporte. Ajouté à cette difficulté, la qualité de l'eau consommée dans la localité reste douteuse, ce qui expose ainsi la population aux maladies hydriques. Dans le Nyong-Ekele, la localité de Mesondo croupit également dans le sous-développement. Les populations crient leur colère contre l'abandon des pouvoirs publics et des autorités municipales. Joël Niem et Julingue Nyondé. L'arrondissement de Mesondo, commune du Cameroun, située dans le centre, département du Nyong-Ekele, peine à sortir de la précarité. Les populations vivent dans des conditions difficiles à cause du manque d'infrastructures de base. L'absence de l'énergie électrique depuis plusieurs mois a conduit les riverains à faire recours aux lampes solaires. Les routes sont impraticables, toute chose qui rend le transport pénible et coûteux. Voici 2 ans, on n'a pas de programme à Mesondo, jour pour jour. Et pourquoi? Un arrondissement de 50 000 villages, pourquoi? La deuxième chose, c'est qu'on est à 32 km de plus loin. On n'a pas de goudron. Le transport en moto, c'est 5 000, en voiture 3 000. Pourquoi? On veut le goudron. Et nous n'allons pas continuer le dossier avec nos maires qu'ils ont. Nous avons pris conscience qu'il faut qu'on puisse continuer à travailler et que tout ce qui est passé avant soit lavé. Aussi, sevrer de l'énergie électrique est presque désert. Aucun médecin sur place pour travailler dans ces conditions. Conséquence, les malades sont abandonnés à leur propre sort. Et nous n'allons pas continuer le dossier avec nos maires qu'ils ont.
nous avons pris conscience qu'il faut qu'on puisse continuer à travailler et que tout ce qui est passé avant soit lavé. On connaît beaucoup de difficultés. Premièrement, de l'eau potable. Les instituteurs dans des écoles n'en ont pas. Et nous souffrons. L'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Pour se sauver de la vie, il faut emprunter le train pour aller à ville. Et avant d'arriver à ville, on connaît le pire. Vraiment, nous appelons les élites de Messondo à construire Messondo et non à nous donner des pains chargés. On en a marre vraiment de ce pain. Nous voulons l'évolution, nous voulons la bonne marche de Messondo. Le tout dernier conseil tenu à Messondo a été l'occasion pour l'exécutif communal d'interpeller toutes les élites à taire les querelles intestines et à s'investir au développement de cette localité. C'est dans ce contexte d'enclavement des bassins agricoles que des exploitants agro-pastoraux sont appelés à bénéficier des fruits de la recherche agricole pour optimiser leur capacité de production. Plus de détails avec Donald Brice, Kamgan. La recherche n'a de valeur que si ses résultats sont au service du développement. Ce principe, valable pour d'autres domaines de la vie humaine, l'est aussi pour le secteur agro-pastoral. Dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, les pouvoirs publics croient tenir l'agent de liaison entre le chercheur et le monde agro-pastoral. Son nom institutionnel, le vulgarisateur. Le chercheur, lui, il a fait son travail, il a les résultats. Il faut donc quelqu'un qui prend ces résultats et les amène au niveau de celui qui peut les assimiler, le planteur. Et c'est également un pont, n'est-ce pas, qui transmet toutes les innovations technologiques, n'est-ce pas, de la recherche vers le producteur. Le programme national de vulgarisation et de recherche agricole, piloté à la fois par le ministère de l'Agriculture et celui de l'élevage, doit pouvoir éclairer les exploitants ruraux qui sont pour la majorité à la traîne en matière de techniques agricoles, entre autres. Il faut amener les producteurs à aller vers la bonne semence, ce qui est un gage de la meilleure récolte. Il faut aussi les amener à comprendre qu'il y a des pratiques qui ne nécessitent pas forcément des technologies particulières. On peut apporter des engrais organiques, par exemple, à certaines cultures. On peut, pour d'autres, combiner la fertilisation organique et la fertilisation minérale. Cette rencontre de recyclage des encadrés agro-pastoraux intervient alors que le gouvernement prépare un nouveau recensement agricole et de l'élevage, 33 ans après le dernier du genre. Il est bon de connaître cette potentialité parce que c'est des mesures incitatives pour encourager nos jeunes à se lancer dans le domaine qui est porteur. L'élevage aujourd'hui nourrit son homme. Le recensement agricole nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir une idée claire sur les potentialités et les potentiels que nous avons. Et nous allons nous baser sur ça, n'est-ce pas. Tu ne peux pas faire une bonne programmation si tu ne connais pas le départ, c'est-à-dire la situation actuelle. Reste maintenant à résoudre l'équation des moyens opérationnels afin de donner à notre secteur agro-pastoral la place qui est la sienne dans nos objectifs de développement. Malgré les interdictions du gouvernement, une pratique dangereuse prend de l'ampleur dans les marchés au Cameroun. Des produits chimiques continuent d'être utilisés pour accélérer le mûrissement de la banane plantain, aliment très prisé dans les ménages au Cameroun. De quoi susciter l'inquiétude des médecins. La consommation d'une telle banane plantain expose les consommateurs à de nombreuses maladies. Reportage Innocent Abega et Gladys Sidier. Dans l'optique de satisfaire la forte demande des ménagères et des consommateurs en banane plantain, certains commerçants véreux n'hésitent pas à faire usage de produits phytosanitaires pour faire mûrir précocement cette denrée alimentaire. Malgré la sonnette d'alarme qui avait été tirée par le ministère du Commerce en 2013, cette pratique persiste dans nos marchés. Escale au marché Sandaga de Douala, l'un des plus grands marchés de vivres frais en Afrique centrale. Les gens utilisent ces produits en saison pluvieuse parce qu'en saison pluvieuse, les plantains ne mûrissent pas vite. Il faut beaucoup de temps pour qu'un plantain mûrisse. 2 jours, oui, ça sort mûr, mais pas clairement. 3e jour avant que c'est bien tout mûr.
un plantain qui mûrit naturellement ne mûrit pas le tout. Oui, il y a toujours quelques doigts non mûrs qui restent parmi. Les aliments ainsi transformés présentent des risques indéniables sur la santé des consommateurs, affirment les médecins. Les bananes dont le fait de mûrir a été forcé par les produits chimiques se retrouvent avec une couleur jaune très foncée, très marquée par rapport à la banane qui a mûri naturellement. Dans le cas d'espèces des produits chimiques utilisés dans le traitement des plantes, des aliments, en l'occurrence le téflon, le mat, tous ces produits pris en une quantité quelconque vont causer pour certains des hépatotoxicités. Ça veut dire empoisonner le foie, créer ce qu'on appelle une insuffisance hépatique qui pourra provenir soit des hépatites toxiques ou alors d'une cirrhose comme complication. À la question de savoir comment différencier le plantain mûr naturellement du plantain mûri artificiellement, les ménagères sont complètement larguées. Quand je suis venue au marché, j'ai trouvé le plantain. Si je veux le mûr, j'achète le mûr. Si je veux le non mûr, j'achète le non mûr. Moi, je ne connais pas les différences de plantain. J'achète seulement comme ça. Non, c'est pas facile de faire la différence. Tous c'est le même couleur. Mais c'est les colliers et les connaisseurs. Tu ne suis pas vendeur de plantain, tu ne peux pas connaître. Quand ça vient directement mûr là, ce n'est pas bon. Donc c'est le trop de produits qu'on met sur les plantains. C'est inévitable, on va faire comment? Si tu ne manges pas, d'autres mangent. Maintenant là, tous les nourritures, c'est les produits chimiques. Parce qu'on veut toujours vite vendre. Au lieu dit marché plantain à Douala, lieu par excellence de ravitaillement des commerçants détaillants, l'on présente une autre astuce pour accélérer le mûrissement de la banane plantain. Faire mûrir le plantain comme ça avec le caille. Parce qu'en roulant comme ça, là, à l'heure-ci, il est déjà peut-être 14 heures. Demain à 10 heures, je déballe. Et avant midi, ça serait tout mûr. Mais quand je déballe, c'est toujours comme ça, la peau verte. Tu touches, c'est mou à l'intérieur. Le foie frappe sur ça, 2 heures du temps, ça change de couleur, c'est déjà mûr. Bon, c'est comme ça qu'on fait mûrir le plantain avec les cailles. La banane plantain fait partie des produits de grande consommation au Cameroun, non seulement à cause de sa valeur nutritive, mais aussi de par la variété des mets qu'on peut obtenir de son usage. Le gouvernement camerounais avait interdit l'usage des stimulants, en l'occurrence les produits phytosanitaires contenant le téflon, pour le mûrissement de la banane plantain, à cause de ses répercussions sur la santé humaine. Seulement, force est de constater que cette mesure n'est pas appliquée sur le terrain. Puisqu'il n'y a pas de suivi, la pratique prospère, les commerçants véreux se remplissent les poches et tant pis pour la santé des consommateurs. L'incivisme fiscal plombe la recette de Bafoussam Ier. Pour réaliser ses projets de développement, l'exécutif municipal compte déployer une nouvelle stratégie pour une plus grande mobilisation des recettes durant cette année 2017. Dallas Tiana et Jean-Paul Fougnat. En 2016, des habitants de la municipalité de Bafoussam Ier ont brillé par leur manque de volonté dans l'acquittement des taxes et impôts. En ce qui concerne la taxe d'hygiène, qui a augmenté de façon exponentielle, nous allons continuer à travailler dans ce sens. L'occupation temporaire de la voie publique également, ça aussi nous allons mettre davantage l'accent là-dessus. Je sais que ça fait grincer les dents. L'exécutif communal se dit déterminé à traquer l'incivisme fiscal pour accroître les recettes et parachever les projets sociaux. Ceux qui ont toujours tendance à tricher, qu'ils sachent que ça ne va pas être facile dans les prochains jours. Parce que cet argent, c'est pour développer cette ville et c'est pour travailler. Et ils sont les premiers à se plaindre quand rien n'est fait. De la session ordinaire de son conseil, il ressort que le compte administratif adopté au budget équilibré en recettes et dépenses à 789 millions connaît un embelli excédentaire de 153 millions de francs CFA. Quand bien même on a fait correctement son travail, on a fait ce qu'il faut, on ne peut jamais être sur la 100%. Là, au sorti d'une telle réunion, on est content d'avoir fait l'essentiel et d'avoir été compris, d'avoir respecté ce qui doit être fait. Pour 2017, le maire de Bafoussam Ier promet de passer à la vitesse supérieure dans la réalisation des promesses de campagne en santé, éducation, adduction en eau potable, électrification villageoise, reprofilage des routes et pistes rurales. Surtout que le temps presse à 1 an de la fin de mandat de cet exécutif communal, composé de 61 conseillers, RDPC, SDF et MRC.
Dans ce chapitre économie, la Banque islamique soutient le projet de développement des microfinances au Cameroun. Près de 12 milliards de francs CFA viennent d'être mis à leur disposition pour permettre de financer le tissu industriel et économique du pays. Reportage, Élisée Bogba et Yannick Mbazwa. Les microfinances camerounaises sont dans les petits papiers de la Banque islamique de développement. Cette institution va financer la deuxième phase du projet pilote des microfinances d'un montant de 15 milliards de francs CFA, lequel concerne les 10 régions du pays. Ce mode de financement, en procédant à son extension à toutes les régions et les populations du Cameroun sur la base d'une étude de projet microfinance Cameroun, cette extension à travers la phase pilote qui a permis de conduire avec succès les éléments préalables à son extension nous permet de dire que le futur camerounais dans cette composante est un futur radieux. Notre projet de microfinance actuellement pour lequel nous allons avoir à suivre le développement est un projet très important pour nous parce que là réellement il va nous permettre de démarrer une opération nouvelle dans le cadre de notre coopération avec le ministère des Finances. Parce que nous pensons que jusqu'à ce jour, les activités qui se sont développées, qui nous avons accordé la priorité, ont toujours été dans le cadre de nos relations sectorielles avec les ministères sectoriels. Et nous pensons que désormais la microfinance est l'outil privilégié pour atteindre les populations réellement les plus démunies, les plus vulnérables, qui sont notamment les jeunes et les femmes. La phase expérimentale de ce projet entre 2006 et 2010 d'un montant de 600 millions de francs CFA mis à la disposition des microfinances a permis de financer les secteurs tels que l'élevage, l'agriculture et le petit commerce dans les 3 régions que compte le Grand Nord. La saison touristique vient d'être lancée dans la région du littoral. La stratégie gouvernementale prête à confusion, elle se limite encore à la sensibilisation des différents acteurs sur la culture touristique. Pourtant, des experts estiment que l'absence des opérateurs qui évoluent dans ce secteur d'activité est un goulot d'étranglement pour le décollage de l'activité touristique au Cameroun. Reportage, Pélagie Gimbous. Sortir le tourisme des sentiers battus dans lesquels il influe, voilà l'objectif que se fixe la délégation régionale du tourisme et des loisirs dans la région du littoral à travers le lancement ce jour des activités de sa saison touristique 2017. Pour ce faire, un plan d'action a été mis sur pied. Nous allons prendre des activités telles que les JPO, les journées portes ouvertes, qui nous permettront de vulgariser le tourisme et la culture touristique. Parce que nous avons toujours entendu dire « Ah non, nous on ne sait pas ce que le tourisme fait ». Nous voulons mettre les activités touristiques, tout ce que le tourisme fait, sur le plan promotionnel, sur le plan de la qualité du service, sur le plan de la sécurité, sur le plan même de la formation au niveau du commun des citoyens de la région du littoral, pour qu'ils sachent qu'ils peuvent tirer un grand profit de tout ce que nous organisons sur le plan touristique. Un engagement qui rehausserait à coup sûr l'image touristique de la ville de Douala et par-delà le Cameroun tout entier. Nous sommes en train de créer une plateforme pour tous les adhérents du SPIT, qu'ils soient hôteliers, qu'ils soient restaurateurs, pour créer du chiffre d'affaires via le web et créer des économies via une centrale d'achat. De quoi réjouir les promoteurs hôteliers. Il y aura une grande mobilisation. Les axes, les stratégies qu'on a énoncées, à savoir mettre en place des comités de travail qui vont proposer, n'est-ce pas, l'opérationnalité de ces activités pour le lancement de l'activité touristique pour l'année 2017. Pour se mouvoir en toute quiétude et aisance, lors de ces activités, des voies de contournement de l'insécurité qui sévit dans la ville de Douala ont été prises. Les problèmes de sécurité sont pris en considération parce que sans sécurité, il n'y a pas de tourisme. Nous avons intensifié les campagnes de sécurité dans les hôtels, dans les aéroports déjà. Il y a toujours des vigiles, il y a toujours des détecteurs de métaux. L'accent a été mis sur l'amélioration de l'offre de services. Des formations en grand nombre allant dans ce sens s'imposent. Pour ceux, l'expertise des enseignants de ce secteur est requise, même si pour certains, un caillou demeure dans la chaussure et empêcherait la bonne marche du projet. Il faut toucher du doigt le vrai problème. 90% de ces promoteurs sont des commerçants.
ils ignorent complètement les règles qui entrent en compte dans la construction d'un hôtel. Nous allons nous permettre de faire des réunions, c'est bien beau. Mais tant que ces promoteurs ne participent pas entièrement à ces réunions, ça, on n'aura pas de solution. Une feuille de route fournie qui sera mise sur pied dès le mois de mai prochain. Des artistes musiciens réussiront-ils à taire leurs querelles et s'accorder sur la création d'une nouvelle société de gestion de leurs droits d'auteur? Le ministre des Arts et de la Culture prône une démarche consensuelle. À cet effet, Narcisse Moulé-Kombi a mis sur pied une plateforme pour créer et préparer l'ossature d'une nouvelle structure dans un délai de 2 semaines. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'était la première fois que le ministre des Arts et de la Culture rencontrait autant d'artistes de toutes les catégories et à un moment décisif pour l'avenir de la gestion des droits d'auteur au Cameroun. C'est donc sans surprise que la réunion a joué les prolongations. L'art musical, qui est passé par plusieurs turbulences ces dernières années, ayant ravi la vedette aux autres catégories. Au bout du compte, la volonté affichée par les artistes musiciens de tourner la page d'un passé douloureux pour inaugurer une nouvelle ère porteuse d'espoir. Certains artistes qui ne comprenaient pas certaines questions relatives à la création de nouvelles sociétés partent aujourd'hui satisfaits parce qu'ils ont eu tous les éclairages nécessaires. Il n'y a plus de fusion CMC-SOCAM. Nous allons vers la création d'une nouvelle société. Maintenant, nous allons faire un consensus. On va rassembler tout le monde pour que nous repartons sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que sans exclure personne. C'est ainsi que toutes les interventions sont allées dans le sens de l'apaisement. Tous ou presque ont finalement compris que l'heure n'est plus à l'activation des vieux démons, mais au consensus en vue de la création d'une nouvelle société dans laquelle tous se reconnaîtront sans aucune chasse aux sorcières. C'est lorsque nous allons mettre sur pied un conseil d'administration consensuel où les administrateurs viennent des différentes fractions. Avec ce conseil d'administration consensuel, nous allons nous mettre ensemble et tirer dans ce consensus celui-là qui va porter le conseil d'administration, qui va porter la société. Ce consensus que nous appelons de tout nouveau est donc la voie royale pour aller vers une nouvelle société sans qu'il y ait des déchirements, sans qu'il y ait des clivages qu'on a toujours connus entre les ayants droit. Le chemin de l'apaisement étant balisé, même les frondeurs d'hier ont accepté d'écrire leur nom dans la nouvelle page qui est en train de s'ouvrir dans le bouillonnant champ de l'art musical. Ce que la CMC a souhaité faire, c'est d'aller dans ce consensus parce qu'en fait, il faudrait associer tout le monde. Et nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous avons voulu aller dans le sens de ce que le chef d'État a souhaité, que tous les artistes se retrouvent ensemble pour continuer à gérer ensemble le droit d'auteur. Les principaux acteurs ayant accordé leur violon au terme d'une explication rigoureuse des textes et même du contexte. Narcisse Moulé-Kombi, lui-même titulaire de droit et dont le nom apparaît pour la première fois dans le fichier national, pouvait alors pousser un ouf de soulagement. Je me réjouis de constater qu'il y a eu un consensus sur un certain nombre de préoccupations communes qui sont nécessairement les préoccupations de rassemblement et les préoccupations d'unité. Pour que les artistes aillent tous ensemble, regardent tous ensemble vers la même direction et que triomphe la cause de la bonne gouvernance dans le secteur des droits d'auteur et du droit voisin des droits d'auteur. Avec l'horizon qui s'éclaircit de plus en plus, des appétits somme toute légitimes commencent à naître au milieu des artistes. Ils décideront le moment venu à qui confier les clés de la gestion de leurs droits. Un public reportage dans ce journal avant le grand rendez-vous économique sur Equinox Télévision. Orange Cameroun explique le bienfait du mobile money aux parlementaires. Des hauts responsables de cette entreprise ont apporté des éclairages sur les préoccupations de la BEAC au sujet du transfert électronique de l'argent au Cameroun. Reportage. Il n'est de secret pour personne que l'opérateur de la téléphonie mobile Orange Cameroun a révolutionné le quotidien des Camerounais à travers son concept haut de gamme de transfert électronique de la monnaie.
Aujourd'hui, Orange Money est venu mettre fin aux multiples tracasseries dont faisaient face les populations lors de leurs transactions financières. Il rend énormément de services à toute une catégorie de clients, qu'il s'agisse d'individus, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse d'organisations non gouvernementales ou même de gouvernements. C'est un service qui a vocation à faciliter la vie des gens. C'est un service qui réduit de façon significative les transactions. C'est un service qui améliore la traçabilité des transactions. Donc c'est un service qui a des vertus qui nécessitent qu'un cadre lui permette de se développer, bien entendu en considérant tous les aspects, parce qu'il est dans l'intérêt de personne que ce service puisse être utilisé pour des fins qui seraient malveillantes ou inavouées. Face aux multiples interrogations des députés quant à la qualité des services et de l'authenticité du service Mobile Money à Orange, le numéro 1 de la téléphonie mobile au Cameroun vient d'avoir une rencontre avec la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Donc cet échange pour nous était très important. Il était très riche, très intéressant. Nous avons recueilli un certain nombre de remarques, un certain nombre de suggestions d'ailleurs. Parmi les députés, il y a un certain nombre de nos clients qui nous ont fait des retours. Donc pour nous, c'était vraiment une expérience très riche et que nous allons renouveler à la première occasion. Au sortir des échanges, les parlementaires se sont dit satisfaits car ayant obtenu les réponses à toutes les questions qui taraudaient leurs esprits. On a également vu que l'administration était bien réglementée et qu'il y avait tout pour assurer les Camerounais que cette activité allait normalement davantage améliorer la qualité du mieux-être et la qualité des commodités de services de transfert d'argent. C'est tout ce qui a plu aux députés. Et nous nous sommes rassurés que dans les années à venir, nous pouvons nous attendre à des services un peu plus conviviaux et rassurants et sécurisés. Occasion également pour Orange Cameroun d'apporter des éclairages sur les préoccupations de la BEAC. Il y a des règles précises que la BEAC a édictées pour gérer notamment ces problématiques, que ce soit de blanchiment d'argent et autres. Il y a des règles précises en termes de nombre de transactions, en termes de valeur de transactions, en termes de contrôle. Il y a des audits qui sont faits. Les services ne sont lancés que s'ils ont l'autorisation de la Banque centrale, autorisation qui est donnée au travers de notre banque partenaire. Donc cette activité est pilotée par les instances qui vont bien. Monsieur le gouverneur de la BEAC a évoqué le fait qu'ils allaient envisager peut-être de revoir la réglementation. Mais c'est comme toutes les réglementations, elles sont évolutives. Donc c'est une démarche tout à fait normale. Aujourd'hui, les bienfaits de l'écosystème Orange Money ne sont plus à démontrer, car il est venu apporter un ouf de soulagement aux populations qui peuvent actuellement opérer leurs transactions financières en toute quiétude. Pour sûr, Orange Money est un véritable levier de développement de l'inclusivité financière au Cameroun. 6 ans après son annonce, la Banque agricole n'est pas toujours sortie de terre. Pourtant, le Cameroun mise sur les entreprises agroalimentaires pour construire son industrialisation, mais les APE, le climat social, le difficile accès à la terre et au financement pourraient plomber cette initiative. C'est la problématique qui est au cœur du plus grand rendez-vous économique ce soir sur Equinox Télévision, à suivre juste après ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision.